Vous plaisantez, ma petite. Cette vieille ferraille ne vaut même pas son poids, dit l'entrepreneur arrogant, riant bruyamment, tandis que ses amis filmaient l'humiliation. Mais quand la jeune mécanicienne essuya ses mains pleines de graisse, le regarda dans les yeux et répondit d'une voix ferme « Combien pariez-vous que ce Jeep démarrera avant votre voiture de luxe ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne dans cet entrepôt ne l'oublia jamais. Si cette histoire vous a déjà donné des frissons dès le début, laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous suivez cette histoire. Mon ami, Nathalie Dubois n'avait que 24 ans, mais ses mains racontaient une histoire bien plus ancienne. Des mains petites, d'apparence délicate, mais marquées par des callosités qu'aucune jeune femme de son âge ne devrait avoir. Des callosités de clés à molette, de papier de verre épais, de métal chaud, touché sans gants, car il n'y avait pas d'argent pour acheter l'équipement adéquat. Elle travaillait dans ce dépôt municipal de véhicules saisis depuis 8 mois, toujours seule, et toujours sous le soleil impitoyable de Toulouse, qui transformait les tôles en fournaises ambulantes. L'objet de sa dévotion était un Jeep Willys de 1956, vert olive, délavé, abandonné là depuis 38 ans. Pour quiconque passait, ce n'était qu'une ferraille rouillée, occupant de l'espace. Mais pour Nathalie, ce Jeep était sacré. C'était la dernière connexion physique avec son grand-père Jean-Pierre Dubois, l'homme qu'elle n'avait jamais connu, le seigneur d'EVA, qui avait servi comme chauffeur dans les bataillons du caoutchouc pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héros oublié d'une guerre oubliée, transportant du caoutchouc à travers les pistes boueuses d'Occitanie, tandis que le monde était en flammes de l'autre côté de l'océan. Nathalie apprit l'histoire de son grand-père par sa mère Monique, une professeure retraitée de 56 ans, qui vivait désormais clouée à un fauteuil roulant après qu'un AVC foudroyant lui eût volé les mouvements du côté gauche du corps. Monique parlait toujours de son père, les yeux brillants de fierté et de nostalgie. Elle racontait comment Jean-Pierre conduisait ses jeeps militaires sur des chemins impossibles, comment il connaissait chaque son du moteur, chaque vibration qui indiquait un problème. Et ce fut dans le grenier de la modeste maison où elle vivait, fouillant de vieilles boîtes à la recherche de couvertures pendant l'hiver rigoureux, que Nathalie trouva le trésor. 14 manuels techniques militaires originaux de la Seconde Guerre, y compris le légendaire TM 9803, le manuel complet d'entretien du Jeep Willys. Elle n'avait que 14 ans ce jour-là. Elle se souvenait encore de la texture du papier jauni, de l'odeur de moisi mélangée à quelque chose qu'elle n'identifierait que des années plus tard, comme de la vieille graisse imprégnée dans les pages. Les vues éclatées techniques, montrant chaque vis, chaque joint, chaque secret de ce moteur Hurricane à culasse en F à 4 cylindres, la fascinèrent instantanément. Tandis que d'autres filles de l'école collaient des photos de chanteurs sur les murs, Nathalie collait des dessins techniques de systèmes de transmission et de différentiels. Ses camarades trouvaient cela étrange, sa mère trouvait cela magnifique. Pendant 10 ans, Nathalie dévora ses manuels. Elle lisait et relisait chaque page, mémorisait les spécifications, rêvait éveillée de couple et de taux de compression. Elle commença à pratiquer sur des moteurs abandonnés qu'elle récupérait dans les casses. De petits moteurs de tondeuse d'abord, puis des moteurs de moto, jusqu'à finalement obtenir son premier moteur de voiture complet, un vieux moteur de coccinelle qu'elle démonta et remonta 17 fois jusqu'à en comprendre chaque secret interne. Elle était purement autodidacte, apprenant par l'essai, l'erreur, la persévérance et ces manuels militaires que son grand-père avait laissés en héritage involontaire. Quand elle découvrit, par l'intermédiaire de Michel Leroy, le vieil ami d'enfance de son grand-père qui gérait le dépôt municipal, que le Jeep Willys de Jean-Pierre était là, abandonné et destiné à la casse, quelque chose s'éveilla en elle. Ce n'était pas seulement un projet mécanique, c'était une mission. Elle négocia avec Michel. En échange de petites réparations sur les tracteurs et les machines du dépôt, elle pourrait travailler sur le Jeep. L'homme de 71 ans, les larmes aux yeux en se souvenant de son ami décédé, accepta immédiatement. 8 mois s'étaient écoulés depuis.
8 mois de travail solitaire, à économiser chaque centime de ses petits boulots de mécanicienne indépendante pour acheter des pièces rares. Elle vendait de petits services, vidange, réglage de freins, diagnostic de base, et chaque euro gagné allait au Jeep. Elle acheta des pièces auprès de fournisseurs à Lyon, négocia des réductions dans les casses, et réussit même à obtenir une pompe à eau originale d'un collectionneur à Lyon, en France, dépensant 160 € pour la pièce et plus de 60 € de frais de port internationaux. Avec un revenu d'environ 1 000 € par mois, c'était un sacrifice monumental, mais Nathalie s'en moquait. Chaque pièce installée était une conversation silencieuse avec le grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Chaque vis serrée était une promesse. « Papy, je vais faire revivre ton Jeep. Je vais honorer ta mémoire. » Sa mère, Monique, depuis son fauteuil roulant dans la petite maison qu'elle partageait en périphérie de Toulouse, la soutenait inconditionnellement. « Ton grand-père serait si fier de toi, ma fille, » disait-elle chaque soir, quand Nathalie rentrait salle de graisse, épuisée, mais les yeux brillants de détermination. C'était un matin d'octobre particulièrement chaud quand tout changea. Nathalie était sous le Jeep, allongée sur le sol en terre battue du dépôt, soudant une section du châssis qui avait été corrodée par la rouille des décennies. Elle portait un vieux masque de soudure qu'elle avait acheté d'occasion, et ses vêtements, un t-shirt délavé et un jean avec des déchirures honnêtes de travail, pas de mode, étaient trempés de sueur. Elle était si concentrée sur le cordon de soudure qu'elle n'entendit même pas les 3 hommes s'approcher. « Mademoiselle, vous êtes perdue. Le salon de beauté est de l'autre côté de la ville. » La voix était masculine, arrogante, chargée de sarcasme, ce qui serra l'estomac de Nathalie. Elle éteignit le chalumeau, glissa dessous le Jeep et se leva, faisant face à 3 hommes d'âge moyen, vêtus de vêtements trop chers pour cet endroit. Celui qui avait parlé était grand, peut-être 1,80. Cheveux gris bien coupés, chemise en lin chair, montre qui coûtait probablement plus que ce que Nathalie gagnait en 6 mois. À côté de lui, 2 autres hommes riaient de la blague cruelle. « Je ne suis pas perdue, je travaille », répondit Nathalie avec un calme qu'elle ne ressentait pas, reportant son attention sur le Jeep. Ignorer était la meilleure stratégie. Elle avait appris cela au fil des années, à être sous-estimée, mais l'homme grand n'était pas habitué à être ignoré. Il s'approcha du Jeep et Nathalie put sentir l'odeur de parfum cher mélangée à quelque chose de plus profond. Une arrogance distillée. Il fit le tour du véhicule, examinant la carrosserie tachée de rouille, les sièges déchirés, les fenêtres brisées depuis des décennies. Puis il éclata d'un rire qui résonna dans le dépôt comme une insulte amplifiée. « Travailler? Vous appelez ça travailler? Ça, c'est de la ferraille, ma petite. Cette vieille bécane ne vaut même pas les 100 € que je paierai juste pour la blague de vous voir essayer de la faire fonctionner. » Les 2 hommes à côté de lui rirent encore plus fort. Nathalie serra la clé à molette qu'elle tenait, sentant la colère monter dans sa gorge comme de la bile, mais garda une voix ferme. Cette vieille ferraille est un Jeep Willys de 1956, un véhicule militaire historique, et il va fonctionner. L'homme grand se tourna vers ses amis avec une expression théâtrale. « Vous avez entendu ça? La petite connaît l'année du Jeep. Elle a dû le lire sur la carrosserie avant que la rouille ne mange les lettres. » Les rires augmentèrent. Il se tourna de nouveau vers Nathalie et maintenant son visage montrait une cruauté calculée. « Dites-moi une chose, ma fille. Où avez-vous appris la mécanique? En regardant des vidéos sur YouTube. Parce que, voyez-vous, ce Jeep a besoin d'un vrai mécanicien, pas de quelqu'un qui a appris à faire une vidange en regardant un tutoriel sur Internet. » Nathalie respira profondément. Elle avait besoin de cet espace que Michel lui donnait. Elle ne pouvait pas se permettre un affrontement. « J'ai appris seul, et je vais le restaurer. »« Seul ?» L'homme éclata d'un autre rire. « Bien sûr, seul. Quel vrai mécanicien travaillerait avec vous, n'est-ce pas ?» Il fit un large geste des mains. « Mais bon, j'admire la persévérance. C'est mignon comme un enfant qui joue à la dinette. Mais vous jouez au garagiste. » C'est à ce moment que Nathalie réalisa que ce n'était pas une rencontre fortuite.
L'homme prenait plaisir à cette cruauté. Il s'amusait, et pire, il ne faisait que commencer. L'homme grand s'éloigna de quelques pas, sortant son téléphone portable de la poche de son cher pantalon de costume. Nathalie observa, le cœur battant, tandis qu'il tapait quelque chose avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En quelques secondes, il porta le téléphone à son oreille. « Alain, Philippe Moreau ici. Tu dois venir au dépôt municipal maintenant. Oui, celui des véhicules saisis. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé la blague de l'année. Il y a une petite bonne femme ici qui essaye de ressusciter un Jeep de l'époque de la guerre. Non, ce n'est pas une blague. C'est sérieux. Amène Pierre aussi. Ça va être amusant. Philippe. Le nom résonna dans l'esprit de Nathalie. Philippe Moreau. Elle connaissait ce nom. Tout le monde à Toulouse le connaissait. Propriétaire de Moreau Bois, l'entreprise familiale qui dominait le secteur du bois depuis 3 générations. L'homme qui apparaissait dans les journaux locaux, recevant des prix d'entreprise, qui conduisait des pick-ups importés, qui coûtaient plus que des maisons entières, qui traitait les travailleurs comme des pièces jetables. Sa réputation d'arrogance était aussi connue que sa fortune. Y a-t-il un problème ici? La voix de Michel Leroy surgit de la porte de l'entrepôt. Le vieil ami de son grand-père boitait légèrement, appuyé sur sa canne, le visage marqué par l'inquiétude. Philippe se tourna vers lui avec un sourire empreint de pure condescendance. « Michel, quel plaisir de vous voir, vieil ami. Je suis venu évaluer ces tracteurs que vous avez mentionnés. Mais je me suis laissé distraire par ça. » Il fit un vague geste en direction de Nathalie et du Jeep. « Vous avez laissé cette petite occuper votre espace, gratuitement, j'imagine. Michel, vous avez toujours été trop gentil. Regardez le résultat. Elle joue à la mécanicienne avec une ferraille qui ne devrait même pas être ici. » Michel redressa ses épaules et Nathalie vit une dignité ancienne briller dans ses yeux. « Cette jeune femme est la petite-fille de Jean-Pierre Dubois, mon frère d'enfance. Elle restaure le Jeep qui appartenait à son père et elle fait un travail magnifique. » Jean-Pierre Dubois. Philippe fit semblant de réfléchir. « Je ne connais pas. Il devait être quelqu'un de simple, un ouvrier, j'imagine. » La manière dont il dit « simple » transforma le mot en insulte. « Jean-Pierre Dubois était un soldat du caoutchouc », répondit Michel d'une voix ferme. « Il a servi la France pendant la Seconde Guerre mondiale, conduisant des jeeps comme celui-ci à travers les régions reculées quand le pays en avait besoin. Il est mort pauvre parce que des hommes comme vous n'ont jamais reconnu ce qu'il a fait. » Le silence qui suivit fut tendu, électrique. Philippe ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par l'arrivée de 2 voitures chères, un SUV argenté et une berline noire, qui se garèrent à l'entrée du dépôt. 4 hommes en descendirent, tous vêtus de l'uniforme officieux de l'élite de Toulouse. Chemise de marque importée, pantalons de tailleur, chaussures qui coûtaient des salaires entiers. « Philippe, vous ne plaisantiez pas. » L'un des nouveaux venus, un homme robuste d'une 50aine d'années, s'approcha à grands pas. « C'est vraiment vrai? Une femme qui essaie de réparer un jeep militaire? Alain, mon ami, venez voir de vos propres yeux. » Philippe fit un geste expansif, comme un présentateur de cirque, introduisant l'attraction principale. « C'est... Excusez-moi, je n'ai même pas demandé votre nom, ma petite. »« Nathalie, » répondit-elle entre des dents serrées. « Nathalie, quel joli nom !» La voix de Philippe dégoulinait de fausses gentillesses. « Nathalie ici est une mécanicienne autodidacte. Elle a appris seule, et tenez-vous bien, elle restaure ce Jeep Willys de 1956, qui, comme vous pouvez le voir, est dans des conditions, disons, déplorables. » Les 6 hommes encerclèrent maintenant le Jeep. Comme des vautours autour d'une carcasse, Nathalie vit certains prendre des photos avec leur téléphone portable, d'autres enregistrer des vidéos. Son visage brûlait d'humiliation, mais elle se força à garder la tête haute. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Alain Lefebvre, l'homme robuste, s'accroupit à côté du Jeep et passa la main sur la carrosserie rouillée. « Philippe a raison, ma petite. Ça, c'est bien au-delà de toute réparation. Regardez cette rouille, regardez ce châssis. Il faudrait tout refaire à zéro. Même un atelier spécialisé n'y arriverait pas. Combien avez-vous gaspillé là-dedans?
demanda un autre homme mince avec de chères lunettes de soleil. Parce que, quel que soit le montant, vous avez jeté de l'argent par les fenêtres. Nathalie sentit les mots comme des coups de poing. Chaque euro qu'elle avait économisé, chaque pièce achetée avec sacrifice, chaque heure de sommeil perdu, tout était réduit à du gaspillage par des hommes qui n'avaient jamais travaillé de leurs propres mains de leur vie. J'ai dépensé 4000 € en pièces, dit-elle, et le regretta immédiatement en voyant les sourires s'élargir. 4000 €! Philippe cria presque, se tournant vers ses amis. Vous avez entendu? 4000 € jetés dans de la ferraille. Pour 4000 €, elle aurait pu acheter une voiture d'occasion qui fonctionne, mais non, elle a préféré jouer à la mécanicienne restauratrice. Il s'approcha de Nathalie et elle put voir quelque chose de cruel danser dans ses yeux. Vous savez quel est votre problème, ma petite? Vous ne comprenez pas la valeur de l'argent. 4000 €, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un comme vous. Je parie que votre famille manque de tout pendant que vous gaspillez vos économies dans un caprice. La mention de sa famille fit quelque chose craquer en Nathalie. Ma famille n'est pas votre problème, monsieur. Touchant, Philippe se tourna vers Alain. Elle est en colère maintenant. C'est mignon. Il reporta son attention sur Nathalie. Mais sérieusement, ma chère, la mécanique est un travail difficile, un travail d'homme qui exige de la force physique, des connaissances techniques approfondies, des années d'expérience. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en lisant des manuels ou en regardant des vidéos, c'est quelque chose que l'on apprend en pratique, avec des mentors, dans de vrais ateliers. Alain se joignit au discours et Nathalie réalisa que cela devenait une performance coordonnée. Philippe a absolument raison. Écoutez, ce n'est pas pour être sexiste, mais il existe des travaux plus appropriés pour une jeune femme comme vous. Vous êtes jolie, vous pourriez travailler dans un magasin, dans un bureau, à l'accueil, même cuisinière, je ne sais pas. Les femmes sont d'excellentes cuisinières. Ma femme fait un riz sensationnel. Les rires des autres hommes emplirent le dépôt. Nathalie vit Michel serrer les poings, le visage rouge de colère, mais elle fit un petit geste de la tête, lui demandant de ne pas intervenir. Elle n'allait pas aggraver les choses pour le vieil homme qui lui avait donné sa chance quand personne d'autre ne le faisait. Pierre Martin, l'un des entrepreneurs arrivés dans la deuxième voiture, un homme d'environ 45 ans avec un ventre proéminent, s'approcha du capot du Jeep et frappa la tôle avec ses phalanges, produisant un son creux. Ça, c'est complètement corrodé. Il faudrait changer tout le capot, les ailes, les portes, sans compter le moteur qui doit être complètement bloqué après 40 ans d'arrêt. Le moteur n'est pas bloqué, dit Nathalie doucement. Comment? Philippe inclina la tête, portant théâtralement la main à son oreille. Je n'ai pas entendu. Parlez plus fort, mécanicienne. J'ai dit que le moteur n'est pas bloqué. Nathalie éleva la voix, sentant la colère remplacer l'humiliation. Je l'ai complètement démonté. J'ai rectifié le bloc, changé les pistons, reprofilé l'arbre à cames, reconstruit le carburateur, refait toute la galerie d'huile. Le moteur est prêt. Le silence qui suivit fut différent. Non pas de respect, mais d'incrédulité moqueuse. Alors Philippe commença à rire, un rire profond qui fit trembler ses épaules. Les autres se joignirent à lui, et bientôt le dépôt résonna de rires cruels. Elle a dit qu'elle a reprofilé l'arbre à cames. Alain pouvait à peine parler entre les rires. Vous avez entendu, Philippe? Reprofiler. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Et elle a rectifié le bloc. Avec du papier de verre et de la volonté, Philippe essuya des larmes imaginaires du coin des yeux. Ah, c'est mieux que ce que j'imaginais. Il fit un pas vers Nathalie, et son visage devint sérieux, presque menaçant. Écoutez-moi bien, ma petite, je travaille avec des machines lourdes depuis 30 ans. J'ai une flotte de 40 camions, tracteurs, excavatrices. Je sais ce qu'est la vraie mécanique. Et vous êtes une amatrice qui joue avec des outils que vous ne savez probablement même pas tenir correctement. Alors testez-moi, Nathalie s'entendit dire, surprise par son propre courage. Quoi? Philippe cligna des yeux. Testez-moi, posez-moi des questions techniques sur le moteur Hurricane à culasse en F, sur le système de transmission Willy, sur le différentiel militaire. Si je me trompe, j'arrête le projet et vous ne me revoyez plus jamais ici.
Mais si j'ai raison, vous vous excusez et vous partez. Le défi planait dans l'air comme une fumée lourde. Nathalie vit une surprise sincère traverser le visage de Philippe, rapidement remplacé par un sourire prédateur. « Vous voulez que je teste vos connaissances ? Sérieusement. Sérieusement. » Philippe regarda ses amis qui observaient maintenant avec un intérêt renouvelé. Certains avaient déjà leur téléphone portable levé, enregistrant. « Très bien, faisons ça. » Il croisa les bras. Quel est le couple maximal du moteur Hurricane Acula 100F? Un couple de 105 NM à 2000 Turmienne, répondit Nathalie sans hésiter. Philippe cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse correcte. Chance, c'est sur Internet. Suivant, quel type de carburateur est utilisé? Un Carter UIS, modèle Accord, unique avec 47 pièces internes. Gicleur principal de 5 mm pour une utilisation standard, mais peut être ajusté pour l'altitude. Alain s'approcha, intéressé maintenant. Température de fonctionnement idéale entre 85 et 93 degrés quillis. Au-dessus de cela, vérifiez le radiateur et la pompe à eau. La pression d'huile doit se maintenir entre 2 et 2, 7 bars au ralenti, 3, 4 à 4, 1 bar à haut régime. Les questions continuèrent, devenant progressivement plus techniques, plus spécifiques. Nathalie répondit à toutes, voyant la confiance arrogante sur les visages des hommes se transformer lentement en confusion, puis en quelque chose proche d'un respect réticent. Mais Philippe n'était pas prêt à admettre sa défaite. « Bon, vous avez mémorisé les spécifications. Félicitations. » Il sortit son portefeuille de sa poche, compta 5 billets de 20 € et les jeta par terre devant Nathalie. 100 €. Prenez cet argent, achetez une jolie robe, allez dans un salon, faites-vous faire ses ongles sales, laissez le travail d'homme aux hommes, laissez ce Jeep mourir en paix, parce que c'est ce qu'il mérite. Nathalie regarda l'argent sur le sol en terre battue. 100 €, presque la moitié de ce qu'elle gagnait par mois. Cela suffirait pour acheter de la nourriture pour 2 semaines, des médicaments pour sa mère, peut-être même ce meilleur fauteuil roulant dont Monique avait besoin. Mais si elle prenait cet argent, elle serait d'accord avec tout ce que Philippe avait dit. Elle admettrait qu'il avait raison, qu'elle avait tort, que les femmes n'avaient pas leur place en mécanique, que ses rêves étaient des jeux d'enfants qui devaient être abandonnés. Elle leva les yeux et regarda Philippe Moreau directement. « Je ne touche pas à cet argent et ce Jeep n'est pas à vendre. »« Bah pour vous, pas à n'importe quel prix. » Le refus fut comme une gifle pour Philippe. Son visage devint rouge, les veines de son cou saillantes. « Vous refusez 100 €, vous refusez de l'argent facile? Quel genre d'idiote êtes-vous ?»« Le genre qui ne se vend pas, » répondit Nathalie d'une voix ferme qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne. « C'est le genre qui termine ce qu'il commence, le genre qui honore la mémoire de sa famille. Vous ne comprendriez pas parce que pour vous, tout a un prix, mais ce Jeep n'a pas de prix. » C'est alors que Philippe perdit complètement son sang-froid. « Ah oui, alors montrez-moi ce que vous avez fait de si spécial dans ce tas de vieilles tôles, parce que jusqu'à présent, je ne vois qu'une petite femme sale qui joue avec des outils qu'elle a probablement volés. » L'accusation de vol alla trop loin, même pour les amis de Philippe, qui échangèrent des regards mal à l'aise. Mais l'entrepreneur était hors de contrôle maintenant. L'humiliation d'avoir vu ses questions correctement répondues, transformée en rage irrationnelle. Et c'est à ce moment que Nathalie prit sa décision. Elle allait mettre fin à cette humiliation une fois pour toutes. « Vous voulez voir ce que j'ai fait? Alors venez voir. » Elle se dirigea vers le capot du Jeep et les 6 hommes riches la suivirent. Certains enregistraient encore avec leur téléphone portable, attendant la confirmation finale qu'elle n'était qu'une imposture. Nathalie déverrouilla les loquets de sécurité militaire latéraux, des loquets qu'elle avait elle-même restaurés, polis, ajustés jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Puis, avec une force surprenante pour ses bras minces, elle souleva le lourd capot métallique et révéla ce qui était caché en dessous, jusqu'au 3e climax et révélation. Le silence qui tomba sur le dépôt fut si absolu que Nathalie pouvait entendre son propre cœur battre. Les hommes qui
quelques secondes auparavant, riait et se moquait, était maintenant complètement muet, regardant fixement ce qu'elle venait de révéler. Sous le capot du Willy, parfaitement installé et étincelant sous la lumière crue du soleil d'Occitanie, se trouvait un moteur Hurricane à culasse, en F à 4 cylindres, qui semblait être sorti directement d'une machine à remonter le temps. Ce n'était pas seulement un moteur restauré, c'était une œuvre d'art mécanique, une recréation si parfaite qu'elle pourrait être exposée au musée des arts et métiers. Chaque composant brillait de sa propre vie. Le bloc moteur avait été rectifié et peint dans le vert olive militaire original. La peinture appliquée en couches si uniformes qu'elle semblait sortie d'usine. Le corps du carburateur Carter Widrees était chromé, reflétant la lumière comme un miroir poli. Les collecteurs d'admission et d'échappement avaient été traités, poncés, polis, jusqu'à ce que chaque courbe de métal brille. Les câbles électriques étaient neufs, organisés avec une précision militaire, chacun acheminé exactement comme les manuels techniques des années 1940 le spécifiaient. Le radiateur en cuivre montrait un travail méticuleux de ressoudure, chaque cellule du nid d'abeille réparée individuellement. Même les tuyaux étaient des reproductions exactes des originaux de 1956, avec les marques correctes estampées sur le caoutchouc. Mais ce qui impressionnait vraiment, c'étaient les détails que seul un connaisseur reconnaîtrait. Le distributeur Autolite, reconstruit avec des pièces de rechange originales de l'époque, si rares que les collectionneurs payaient des fortunes pour elles. Le filtre à air militaire de type à bain d'huile, un système qui n'existe pratiquement plus, complètement fonctionnel. L'ancienne pompe à carburant mécanique AC, modèle spécifique de 1956, restaurée vis par vis et fixée là avec 4 vis en bronze sur le côté droit du bloc, une plaquette gravée de lettres soignées. Moteur Hurricane F-Head 134C, restauré par Nathalie Dubois 2025, en mémoire de Jean-Pierre Dubois, soldat du caoutchouc 1943. Philippe Moreau fit un pas en avant, puis un autre comme hypnotisé. Ses yeux parcouraient chaque centimètre du moteur, la bouche légèrement ouverte. Les autres hommes s'approchèrent aussi, le sarcasme précédent remplacé par quelque chose qui ressemblait à une incrédulité respectueuse. « Ce n'est pas possible, murmura Alain Lefebvre, s'accroupissant pour regarder de plus près. Ça ne peut pas être réel. Personne ne peut faire ce niveau de restauration seul. Nathalie sentit quelque chose changer en elle. L'humiliation des dernières heures était brûlée par un feu différent. Une fierté justifiée, une colère transformée en pouvoir. Elle commença à parler et sa voix portait maintenant une autorité technique irréfutable. Chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Ceci est un moteur Willys Hurricane F-Head, 134 pouces cubes, produit entre 1950 et 1971, spécifiquement pour les applications militaires et civiles du Jeep. Il développe 75 chevaux à 4000 tours par minute, avec un couple de 155 N, M à 2000 T aminen. Mais ce ne sont que des spécifications d'usine. Ce que vous voyez ici est bien plus que cela. Elle désigna le bloc moteur et tous les yeux suivirent son doigt. Le bloc a été complètement démonté. J'ai moi-même retiré les 53 vis principales. J'ai catalogué chaque pièce, chaque joint, chaque composant. J'ai emmené le bloc au seul atelier de rectification de Toulouse, qui travaille encore avec des moteurs anciens, et j'ai payé 20 € pour le rectifier à 0,5 mm au-dessus de la norme originale. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que le diamètre des cylindres a été augmenté précisément de 0,5 mm pour éliminer toute la corrosion et l'usure des décennies. Philippe tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Nathalie continua, marchant maintenant autour du moteur comme une professeure donnant un cours. Les pistons que vous voyez sont forgés, pas moulés comme les originaux. Je les ai fait fabriquer sur commande spéciale par Crown Automotive aux États-Unis. Ils ont coûté 460 €, le jeu de 4 plus 96 € de frais de port et taxes. Pourquoi des pistons forgés? Parce qu'ils sont 30% plus résistants que les moulés.
Ils dureront encore 50 ans d'utilisation intensive. Les bielles ont été magnétoscopées. C'est un processus d'inspection par particules magnétiques qui détecte les microfissures invisibles. Toutes ont passé le test. Les bielles originales de 1956 étaient encore parfaites, parce que mon grand-père prenait soin de ce moteur comme de son enfant. Elle désigna la partie supérieure du moteur. L'arbre à cames, ou arbre de distribution, comme certains l'appellent, a été le travail le plus délicat. Le profil des cames était usé, ce qui aurait entraîné une perte de puissance et un fonctionnement irrégulier. Je devais le reprofiler. Vous avez ri quand j'ai dit cela tout à l'heure. Vous avez ri parce que vous pensiez que je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais reprofiler signifie utiliser un tour spécialisé pour refaire la forme exacte des cames de l'arbre à cames, restaurant le profil de levée original. J'ai fait cela manuellement avec un micromètre numérique, mesurant chaque millième de pouce, comparant avec les spécifications du manuel TM9U603. Cela m'a pris 16 jours de travail, 16 jours à mesurer, ajuster, mesurer à nouveau. Marc Fournier, l'un des entrepreneurs qui était arrivé dans les voitures suivantes et qui était resté plus silencieux que les autres, fit un pas en avant. Contrairement aux autres, il semblait réellement impressionné plutôt que gêné. Mademoiselle, je dois vous interrompre. Je collectionne des véhicules militaires depuis 20 ans. J'ai vu des restaurations professionnelles à Lyon, à Paris, même aux États-Unis. Et je n'ai jamais vu ce niveau de précision et d'authenticité. Comment avez-vous obtenu les spécifications techniques exactes? Ces moteurs Hurricane sont rares même parmi les collectionneurs. Nathalie se tourna vers lui et, pour la première fois depuis des heures, un petit sourire effleura ses lèvres. J'ai appris seul avec les manuels techniques militaires originaux que mon grand-père a laissés. Il était soldat du caoutchouc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a conduit des Jeeps Willys exactement comme celui-ci à travers les régions reculées d'Occitanie, transportant du caoutchouc quand la France avait besoin d'approvisionner les Alliés. Après que les Japonais eurent coupé l'approvisionnement asiatique, quand il est mort, avant ma naissance, il a laissé une boîte avec 14 manuels techniques originaux de l'époque. Le TM9U-03 était là. C'est le manuel complet d'entretien et de réparation du Jeep Willys MB et Ford GPW. Et 480 pages de diagrammes techniques, de spécifications, de procédures, étape par étape. Elle fit une pause, laissant l'information pénétrer. Michel Leroy, qui avait tout observé de près, s'approcha, les larmes coulant ouvertement sur son visage ridé. C'est vrai. Jean-Pierre était mon frère d'enfance. Nous avons grandi ensemble ici à Toulouse, quand la ville était encore pratiquement une jungle. Il a été appelé en 1943 pour les bataillons du caoutchouc. Vous savez ce que c'était? Le gouvernement a mobilisé 50 000 hommes, la plupart du nord de la France, et les a envoyés dans les régions reculées pour extraire du caoutchouc pour l'effort de guerre. Mon ami Jean-Pierre était chauffeur. Il conduisait ses jeeps sur des pistes qui existaient à peine. Il traversait des rivières, transportait du caoutchouc, des plantations au point de collecte. Il aimait ce jeep comme s'il faisait partie de lui. La voix de Michel tremblait d'émotion. Quand la guerre a pris fin, le gouvernement a simplement abandonné ses hommes. Jean-Pierre est revenu à Toulouse, sans pension, sans reconnaissance, sans rien. Il a travaillé comme seigneur d'EVAs indépendant jusqu'à sa mort du paludisme à 43 ans. Le Jeep qu'il avait ramené de la guerre est resté dans la famille, mais après que Monique, sa fille, soit tombée malade, personne n'a pu l'entretenir. Il a fini ici au dépôt municipal, destiné à la casse, jusqu'à ce que sa petite fille apparaisse il y a 8 mois. Nathalie sentit ses propres larmes menacées, mais les retint. Pas maintenant, pas devant eux. Elle reporta son attention sur le moteur. Vous avez vu cette pompe à eau? Elle désigna le composant chromé sur le côté droit du moteur. C'est une reconstruction d'une pompe originale des années 1950. Je l'ai trouvée dans une casse spécialisée dans les pièces militaires à Lyon, en France, via un forum de collectionneurs en ligne.
J'ai payé 160 € juste pour la pompe, plus 60 € de frais de port internationaux. Je l'ai complètement démonté. Il y a 22 pièces internes. J'ai remplacé les joints, les roulements, rééquilibré la turbine, testé sur un banc d'essai de pression. Elle se déplaça vers le carburateur. Le carburateur Carter-Wiggies, 47 pièces internes, comme je l'ai dit. Chaque gicleur a été nettoyé avec un fil de cuivre fin et de l'air comprimé. Les papillons ont été rectifiés pour éliminer les jeux. Le flotteur a été testé dans de l'eau chaude pour s'assurer qu'il n'y avait pas de trous microscopiques. Le pointeau a été remplacé par un neuf, usiné par un tourneur mécanicien qui m'a facturé 24 € et m'a traité d'idiote jusqu'à ce qu'il voie le travail terminé. Philippe retrouva enfin sa voix. La galerie d'huile. Vous avez dit que vous aviez nettoyé la galerie d'huile. Oui. Nathalie désigna les conduits d'huile dans le bloc. La galerie d'huile est le réseau de canaux internes qui distribue l'huile sous pression à toutes les parties mobiles du moteur. Après 40 ans d'arrêt, elle était bouchée par de la boue, du vernis, des résidus solidifiés. J'ai utilisé des forêts progressifs, en commençant par 2 mm et en montant jusqu'à 6 mm, et un flux inversé de kérosène chauffé pendant 3 jours consécutifs jusqu'à ce que le kérosène ressorte complètement propre et transparent. Ce n'est qu'alors que j'ai su que la galerie était vraiment propre. Alain Lefebvre hocha lentement la tête. Les paliers du vilebrequin. Vous avez dit que vous aviez mesuré avec du plastigauge. Exactement. Le plastigauge est un fil de plastique calibré qui s'écrase entre les surfaces du palier lorsque vous serrez les vis au couple spécifié. Ensuite, vous retirez la vis et mesurez la largeur du fil écrasé avec une règle spéciale imprimée sur l'emballage. Cela vous donne le jeu exact entre le vilebrequin et le palier. La spécification pour l'Hurricane est de 0,5 mm. J'ai obtenu 0,38 mm sur les 4 paliers principaux, dans la marge acceptable. Le niveau de détail technique affectait clairement les hommes. Ils échangèrent des regards entre eux et Nathalie pouvait voir la lente et douloureuse réalisation s'installer. Ils avaient humilié une véritable maîtresse. Pierre Martin, qui avait été particulièrement cruel plus tôt, recula d'un pas. Je dois m'excuser. Je n'avais aucune idée. Je n'ai pas encore terminé. Nathalie l'interrompit, sa voix maintenant coupante comme de l'acier. Vous voulez le voir fonctionner? Vous voulez la preuve finale? Parce que je peux vous donner cette preuve maintenant même? Philippe hocha lentement la tête, incapable de parler. Nathalie entra dans le jeep par la porte du conducteur. L'intérieur avait également été restauré. Elle avait passé des semaines à nettoyer, réparer, remplacer ce qui était irréparable. Les sièges avaient un nouveau rembourrage en toile militaire authentique qu'elle avait acheté auprès d'un fournisseur spécialisé à Lyon. Le volant original en bakélite était restauré, le tableau de bord militaire complet et fonctionnel. Elle s'installa sur le siège, ressentant pour la 1000e fois la connexion avec le grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Combien de fois Jean-Pierre Dubois s'était-il assis sur ce même siège? Avait-il conduit sur des chemins impossibles, transporté le caoutchouc qui avait aidé à gagner une guerre? Nathalie vérifia la boîte de vitesse à 3 rapports au plancher, tira le starter manuel, tourna la clé de contact originale qu'elle avait elle-même reconstruite le contact électrique en utilisant une lame de bronze et pressa le bouton de démarrage chromé sur le tableau de bord. Le moteur Hurricane F-Head rugit à la vie du premier coup. Ce n'était pas le son tremblant et malade d'un vieux moteur luttant pour fonctionner. C'était le rugissement puissant, rythmique, parfaitement synchronisé d'un moteur restauré avec une précision d'horloger suisse. Le son résonna dans le dépôt comme un tonnerre contrôlé, grave, constant, absolument fiable. L'échappement laissa échapper une légère fumée bleu clair pendant 2 ou 3 secondes, complètement normale sur les moteurs fraîchement assemblés en raison de l'huile résiduelle. Et ensuite, le flux devint propre et transparent. Nathalie accéléra doucement 2 fois et le moteur répondit avec une précision militaire.
La rotation monta uniformément jusqu'à 3000 trmines et redescendit au ralenti, sans rater, sans hésitation, sans bruits étranges. Le compteur de vitesse original sur le tableau de bord s'alluma, illuminant les chiffres blancs verdâtres, caractéristiques des instruments militaires de l'époque. L'ampère-mètre montrait une charge positive, indiquant que l'alternateur fonctionnait parfaitement. Le manomètre de pression d'huile indiquait exactement 2,7 bars de pression. Le thermomètre d'eau commençait à monter graduellement de la marque C de froid, exactement comme il le devait. Elle laissa le moteur tourner pendant 1 minute entière. 60 secondes de ronronnement parfait, constant et hypnotisant, avant de l'éteindre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathalie descendit du Jeep et fit face à Philippe Moreau et à ses amis entrepreneurs. 6 hommes qui étaient arrivés en riant semblaient maintenant des enfants pris en flagrant délit d'une terrible erreur. « Vous pensez toujours que je joue à la mécanicienne ?» Philippe Moreau était pâle. Ses mains, qui quelques minutes auparavant gesticulaient avec arrogance tandis qu'il humiliait Nathalie, tremblaient maintenant visiblement à ses côtés. Il ouvrit la bouche 2 fois, sans parvenir à émettre un son, comme un poisson hors de l'eau, luttant pour respirer. Autour de lui, les 5 autres entrepreneurs semblaient également paralysés par l'ampleur de ce qu'ils avaient vu. Ce fut Marc Fournier qui rompit le silence. Le collectionneur de véhicules militaires fit un pas en avant, retirant ses lunettes de soleil et révélant des yeux embués. « Philippe, vous venez d'humilier une véritable maîtresse. J'ai vu des ateliers professionnels dépenser 100 000 € et prendre 2 ans pour faire ça. Et elle a fait mieux, beaucoup mieux. » Il se tourna vers Nathalie avec une expression de révérence sincère. « Mademoiselle, je travaille dans la restauration automobile depuis 20 ans. J'ai vu des centaines de projets, et ce que vous avez fait ici n'est pas seulement une restauration, c'est une préservation historique de niveau muséal. Chaque détail est parfait. L'authenticité est impeccable. La connaissance technique démontrée est celle d'un spécialiste avec des décennies d'expérience. Sa voix faiblit légèrement, et vous n'avez que 24 ans. Vous avez appris seul, avec les manuels de votre grand-père. » Alain Lefebvre baissa la tête, incapable de regarder Nathalie. « J'ai dit des choses terribles. J'ai dit que vous devriez être en cuisine, que la mécanique était un travail d'homme. » Il déglutit difficilement. « J'ai 2 filles, et maintenant j'imagine si quelqu'un les traiterait de la même manière que je vous ai traité aujourd'hui. La honte que je ressens est méritée. » « Elle est méritée, oui. » compléta Nathalie, sa voix ferme, mais sans cruauté. « Parce que vous ne m'avez pas vu comme une personne. Vous avez vu une jeune femme pauvre, sale de graisse, et vous avez décidé que je ne pouvais pas être capable. Vous avez décidé que j'étais une blague avant même de savoir mon nom. » Pierre Martin fit un pas en avant, le visage rouge de honte. « Vous avez absolument raison. Nous avons été sexistes, cruels et idiots. Je n'ai aucune excuse, aucun de nous n'en a. » Philippe restait silencieux, mais Nathalie vit quelque chose se passer en lui. Ses yeux parcouraient le moteur restauré, puis son visage, puis ses propres mains vides. Quand il parla enfin, sa voix sortit rauque, presque inaudible. « J'ai jeté de l'argent par terre, devant vous, comme si vous n'étiez rien. » Il ferma les yeux avec force. « Ma femme Catherine, elle est morte il y a 5 ans, d'un cancer. Et avant de mourir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, mais que j'ai ignoré. Elle a dit « Philippe, ton arrogance te fera perdre tout ce qui compte vraiment. » Je n'ai pas compris à l'époque. Il ouvrit les yeux et Nathalie vit des larmes couler librement sur le visage de l'entrepreneur. Mais elle avait raison. Je suis devenu un homme cruel. Je traite les gens comme des objets. Je juge par l'argent, par l'apparence, par la position sociale. Et aujourd'hui, vous m'avez montré à quel point je suis vraiment petit. Une jeune femme de 24 ans travaillant seule dans ce dépôt a fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avec toute ma fortune. Vous avez de la détermination, des connaissances, un but. Vous honorez votre grand-père. Et moi, je ne parle même pas à mes propres enfants depuis des mois.
Philippe se baissa, ramassa les 5 billets de 20 € qu'il avait jetés par terre et qui étaient toujours là, sales de terre. Il les tint à 2 mains, comme s'ils étaient sacrés, et s'approcha de Nathalie. « S'il vous plaît, acceptez cet argent, non pas comme un paiement pour le Jeep, non pas comme une insulte, mais comme une demande de pardon. Je sais que 100 € n'effacent pas ce que j'ai fait, 1000 fois cela n'effacerait pas, mais c'est tout ce que je peux offrir maintenant, en plus de dire que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Nathalie regarda l'argent, puis Philippe. Elle vit un homme brisé, confronté pour la première fois depuis des décennies aux conséquences de son arrogance. Une partie d'elle voulait refuser à nouveau, lui renvoyer l'humiliation au visage. Mais une autre partie, la partie que sa mère Monique avait élevée avec des valeurs de compassion et de dignité, savait que la vengeance ne mènerait à rien. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Philippe. Je n'en ai jamais voulu, mais j'accepte vos excuses, si elles sont sincères. » Elle fit une pause. « Mais voici la vérité. Vos excuses ne changent rien pour moi. Je continuerai à restaurer des véhicules. Je continuerai à être mécanicienne. Je continuerai à prouver chaque jour que les femmes ont leur place, partout où nous voulons être. Ce que vos excuses peuvent changer, c'est vous. Vous pouvez choisir d'être différent. Vous pouvez choisir de voir de vraies personnes au lieu de catégories. Vous pouvez choisir d'utiliser votre pouvoir et votre argent pour construire au lieu de détruire. » Marc Fournier sortit son propre téléphone portable, mais cette fois, non pas pour enregistrer des moqueries, mais pour prendre des photos du moteur. « Nathalie, puis-je documenter votre travail? Je veux écrire un article sur vous pour le magazine Auto Plus. Cela doit être connu nationalement. Vous devez être reconnue pour ce que vous êtes vraiment. Une restauratrice automobile exceptionnelle et une gardienne de l'histoire militaire française. » Michel Leroy s'approcha, posant sa main tremblante sur l'épaule de Nathalie. « Ton grand-père serait si fier, ma petite, si fier. Jean-Pierre disait toujours qu'un jour, quelqu'un se souviendrait de ce que les soldats du caoutchouc avaient fait. Quelqu'un raconterait leur histoire et tu le fais à travers ce Jeep. Tu le fais. » Les autres entrepreneurs, un par un, s'approchèrent pour s'excuser. Certains avec plus de sincérité que d'autres, mais tous clairement affectés par ce qu'ils avaient vu. Alain laissa sa carte de visite, offrant un don pour de futurs projets. Pierre promit de parler d'elle dans ses cercles d'affaires. Même ceux qui étaient restés plus silencieux s'excusèrent d'avoir été des complices silencieux de l'humiliation. Philippe fut le dernier à partir à la porte du dépôt. Il se retourna une dernière fois. « Nathalie, vous m'avez donné la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Je ne gaspillerai pas cette leçon, je le promets. » Et puis il sortit, marchant plus lentement, les épaules plus courbées, comme s'il portait un poids invisible mais réel. Quand toutes les voitures chères eurent finalement quitté le dépôt, ne laissant que des nuages de poussière orangée flotter dans l'air chaud, Nathalie se permit enfin de se détendre. Ses jambes tremblèrent et elle s'assit sur le marchepied du Jeep, l'adrénaline des dernières heures s'écoulant enfin de son corps. Michel s'assit à ses côtés, tous deux dans un silence confortable. Après un long moment, le vieil homme parla. « Tu sais ce que ton grand-père disait de ce Jeep? Il disait que ce Jeep avait une âme, qu'il avait une personnalité, qu'il avait une histoire dans chaque pièce. » Il regarda le moteur encore exposé. « Et maintenant, cette histoire continue, grâce à toi. » Nathalie sentit les larmes venir enfin, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait retenues pendant l'humiliation. C'étaient des larmes de soulagement, de validation, d'objectifs accomplis. « Je voulais juste l'honorer, monsieur Michel. Juste ça. »« Et tu l'as honoré, ma petite. Tu l'as honoré d'une manière que même Jean-Pierre n'aurait pu imaginer. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette chaude après-midi d'octobre au dépôt municipal. Le Jeep Willys de 1956 de Nathalie. Le Durval occupait désormais une place d'honneur au musée du caoutchouc de Toulouse, exposé sur une plateforme surélevée avec un éclairage spécial qui faisait briller son vert olive militaire comme une émeraude polie. Une plaque de bronze à côté racontait l'histoire de Durval Dubois, soldat du caoutchouc qui avait conduit ce même véhicule à travers les plantations d'Évéas de Guyane pendant la Seconde Guerre mondiale.
et de sa petite-fille mécanicienne qui avait redonné vie à la Jeep 40 ans plus tard. Les week-ends, des files de visiteurs se formaient pour voir le véhicule, prendre des photos, toucher avec révérence la carrosserie restaurée. Mais Priscille visitait rarement le musée. Elle était trop occupée par un travail qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. L'article d'Adrien Fournier dans le magazine Auto Plus avait rendu viral à l'échelle nationale l'histoire de la jeune mécanicienne autodidacte de Toulouse, qui avait restauré seule une Jeep militaire en utilisant des manuels de la Seconde Guerre, touchant quelque chose de profond chez les Français. C'était une histoire de persévérance, d'honneur familial, de talent sous-estimé, enfin reconnu. En quelques semaines, Priscille reçut des centaines de messages de soutien, des dizaines d'offres d'emploi, et même des invitations à des conférences dans des universités et des événements automobiles. Mais l'opportunité qui changea réellement sa vie vint d'un consortium de collectionneurs de véhicules militaires de Paris, Marseille et Lyon. Ils offrirent un financement complet pour que Priscille ouvre le premier centre de restauration automobile spécialisé dans les véhicules historiques et militaires de la région Occitanie. Le nom fut son choix. Centre de restauration automobile Durval-Dubois. Le centre occupait désormais un vaste entrepôt dans la zone industrielle de Toulouse, équipé d'outils professionnels, de ponts élévateurs hydrauliques, d'une cabine de peinture et même d'un tour mécanique pour l'usinage de pièces. Mais ce dont Priscille était le plus fière, c'étaient les 12 jeunes apprentis qu'elle employait et formait personnellement. 6 femmes et 6 hommes, tous issus de communautés défavorisées, tous apprenant la mécanique automobile de précision, utilisant les mêmes manuels techniques militaires qui l'avaient formés. Professeur Priscille, j'ai réussi à régler le carburateur du Ford GPW comme vous l'avez enseigné. Léa, 17 ans, habitait le quartier des Minimes. Elle sortit de l'atelier les mains sales de graisse et un immense sourire. Le mélange est parfait maintenant. Priscille sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le soleil occitan. Excellent travail, Léa. Maintenant, documente tout dans le carnet technique avec les mesures et les réglages que tu as effectués. L'enregistrement est important. Le centre n'était pas seulement un atelier, c'était une école, c'était une préservation historique, c'était une transformation sociale. Priscille n'enseignait pas seulement la mécanique, mais la dignité, le but, la fierté du travail bien fait. Elle enseignait que le savoir n'a pas de genre, que le talent ne dépend pas de l'argent, que l'histoire compte. Et tous les jeudis après-midi, sans faute, Richard Noyer apparaissait au centre. L'entrepreneur forestier s'était transformé d'une manière qui surprit même les plus sceptiques. Il avait fait un don de 100 000 € au centre de restauration. Il était devenu le mécène officiel du projet, mais pas du genre qui ne fait que signer des chèques et apparaître sur les photos. Richard était là chaque semaine, vêtu d'une combinaison de travail, apprenant aux côtés des jeunes apprentis, effectuant les tâches les plus simples avec une humilité authentique. « Priscille, j'ai fini de poncer les pièces du différentiel que vous avez demandé, » dit Richard, s'approchant avec une boîte de composants métalliques parfaitement propre. Elle examina les pièces, ressentant cette étrange sensation qui ne l'avait pas encore complètement quittée. Voir l'un des hommes les plus riches d'Occitanie suivre ses instructions, la traitant comme la maîtresse qu'elle était. « C'est parfait, monsieur Richard. Vous pouvez passer à l'étape de la peinture. » Richard acquiesça, mais ne s'éloigna pas immédiatement. « Vous savez, mes enfants viennent me rendre visite la semaine prochaine. Ils vont rester une semaine entière. Pour la première fois depuis des années, nous allons vraiment pouvoir parler, être une famille à nouveau. » Il déglutit. « Vous m'avez aidé à retrouver ce qui compte vraiment. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. » Valérie Dubois était également une présence constante au centre. Son fauteuil roulant, désormais un fauteuil motorisé moderne que Richard avait insisté pour acheter, circulait dans l'atelier, tandis qu'elle conversait avec les apprentis, racontait des histoires de son père Durval, supervisait le travail de sa fille avec une fierté radieuse. « Mon père serait ici tous les jours s'il était en vie, »
disait-elle fréquemment, voyant sa petite-fille enseigner à la prochaine génération. Voyant son héritage vivant, la Jeep Willys avait été officiellement classée patrimoine historique de la région Occitanie. Priscille reçut une distinction de l'Assemblée régionale pour son travail de préservation de la mémoire des soldats du caoutchouc. Des universités publiques commencèrent à utiliser son cas comme exemple dans les cours d'ingénierie mécanique et de préservation historique. Mais pour Priscille, la plus grande récompense n'était pas les prix ou les reconnaissances. C'était de voir Léa ajuster des carburateurs avec précision. C'était de voir Robert, 19 ans du quartier de la Rainerie, souder un châssis avec une technique impeccable. C'était de voir 6 jeunes femmes prouver chaque jour qu'elles avaient leur place ici, que la mécanique n'avait pas de genre, que le talent ne connaissait pas de barrières. C'était de savoir que la Jeep vert olive de son grand-père Durval n'était plus seulement un véhicule restauré. C'était un symbole, c'était une promesse tenue, c'était la preuve qu'une jeune fille aux mains sales de graisse et au cœur rempli de détermination pouvait changer non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Chaque soir, avant de dormir, Priscille regardait la photo encadrée de son grand-père qu'elle n'avait jamais connu, un jeune homme en uniforme à côté d'une Jeep militaire, et murmurait « J'ai réussi, grand-père. J'ai honoré ta mémoire, et maintenant ton histoire ne sera jamais oubliée. »